Bienvenue téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette édition, la grande édition en langue française. À la présentation, je suis Dissabiti. Tout de suite, voici les titres. À Kigali, s'est tenu des discussions visant à promouvoir la culture, le patrimoine et l'art. Des discussions qui réunissent l'autorité en charge de la gestion de l'action culturelle ainsi que ses partenaires et les artistes rwandais. Et puis on va vous dire qu'Agathe Habyarimana, la veuve noire du Rwanda, titre Jeune Afrique, celle-ci est mise en cause depuis 3 décennies pour son rôle présumé dans le génocide commis contre les Tutsis en 1994. Agathe Kanziga, on va suivre l'auteur de cet article, Mehdi Ba, qui s'exprime depuis Dakar, où il va nous décrypter l'article publié ce 28 décembre 2022. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. À la présentation, je suis Eddy Sabiti. Je vous disais en titre qu'à Kigali s'est tenu des discussions visant à promouvoir la culture, le patrimoine et l'art. Des discussions qui réunissent l'autorité en charge de la gestion de l'action culturelle ainsi que ses partenaires et les artistes du Rwanda. Il a été question d'examiner des progrès réalisés dans le projet de formation de jeunes sur le patrimoine afin de créer de nouveaux emplois grâce à l'utilisation de la technologie dans la production du patrimoine du Rwanda. Ces discussions ont permis également de témoigner des mesures visant à améliorer l'interaction avec les partenaires du Conseil culturel en tenant compte bien entendu de ses responsabilités dans tous les départements. Passons à l'environnement avec le Rwanda qui figure parmi les 4 premiers pays au monde en matière de préservation de la biodiversité de montagne, dont les gorilles qui ont été exclus de la liste des êtres vivants en voie d'extinction parce que leur effectif aujourd'hui a doublé, et cela suite à la protection qui leur a été réservée dans des zones des volcans et notamment par des politiques promues par le gouvernement du Rwanda depuis maintenant plus d'une décennie. Les détails ici, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Un peu partout au Rwanda, les personnes âgées vivant dans les zones montagneuses affirment qu'il y a des animaux constituant la biodiversité qui ont complètement disparu suite aux activités humaines. D'autres qu'on ne voit plus et qui existaient lorsque nous étions encore des enfants sont des hyènes, mais les perdrix, on les voit dans cette zone. Dans ces marécages, on y voit également des félins. Les animaux que nous ne voyons plus dans les forêts d'ici sont les singes et les hyènes. Il y avait des antilopes, des lièvres et des perdrix qu'on pouvait chasser pour la nourriture et d'autres qu'on ne consomme pas comme des renards qui vivaient dans les forêts, mais certains ont complètement disparu. Lors de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité tenue à Montréal au Canada en ce mois de décembre, le Rwanda et l'Ouganda ont figuré parmi les 4 premiers pays à avoir déployé des efforts dans la préservation de la biodiversité de montagne, dont les volcans où la population des gorilles a doublé. Bien avant, les gorilles de montagne avaient été classés en tant qu'animaux en voie d'extinction suite aux activités humaines. Ce sont des animaux qui étaient peu nombreux et les gorilles étaient autrefois connus comme des animaux sur le point d'extinction et ce n'est plus le cas. Maintenant, les gorilles sont des animaux bien protégés et productifs.
Il y a aussi des animaux qui étaient partis et que le gouvernement a payé pour qu'ils soient de retour, y compris des lions, des rhinocéros et d'autres qui ont été réintroduits pour une interaction continue dans l'écosystème. Lors de la 18e édition de nomination des 20 bébés gorilles, activité qui a débuté en 2005, le Premier ministre, le docteur Guirene Edouard, a salué le partenariat dans la sauvegarde de ce parc qui contribue beaucoup à l'économie nationale et le programme étant d'élargir sa superficie. Le gouvernement du Rwanda continue de porter une attention aux citoyens, en particulier les résidents des régions montagneuses, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas seulement la propriété du pays, mais aussi la leur. Et je suis heureux de vous informer qu'il y a un projet d'extension du parc, comme vous le savez également, et c'est un projet auquel vous participerez tous, conformément à l'importance du tourisme dont nous avons parlé. Parmi les pays en tête dans la préservation de la biodiversité figurent le Kyrgyzstan où les léopards blancs sont revenus et la Serbie où l'on trouve notamment des écureuils et des rats taupiers. Au niveau mondial, l'on compte environ 1 million d'éléments de la biodiversité en voie d'extinction suite aux activités humaines. Lors de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité tenue à Montréal au Canada au cours de ce mois, les pays se sont engagés à préserver une superficie d'environ 1 milliard d'hectares en vue de prévenir l'extinction de ces éléments de la biodiversité. Merci beaucoup à Kassim Youssouf. Passons à la justice et le génocide commis contre les Tutsis. Agathe Habyarimana Kanziga, la veuve noire du Rwanda. C'est en tout cas le titre de l'article qui a été publié ce 28 décembre 2022 dans le journal Jeune Afrique, mise en cause depuis 3 décennies pour son rôle présumé dans le génocide contre les Tutsis en 1994. La veuve de l'ex-président Juvenal Habyarimana, qui réside en France sans statut légal, a pour l'instant échappé à la justice. Avec nous depuis Dakar, nous sommes rejoints par Mediba, l'auteur de cet article. Bon après-midi, Nangadef, Mehdi. Alors Mehdi, 28 ans après le génocide commis contre les Tutsis, vous vivez entre Paris et Dakar. Vous vous intéressez au Rwanda depuis plus de 2 décennies maintenant. Alors Mehdi, qu'est-ce que déjà explique le statut spécial, entre guillemets, des 7 dames, malgré toutes les demandes de traduction en justice, malgré toutes les accusations qui pèsent contre elles? Oui, bonjour. Mehdi, donc déjà je précise juste une chose, c'est que cet article il s'intègre dans une série d'articles que Jeune Afrique a fait paraître cette il y a le Tchad, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Rwanda. Et il y a la République démocratique du Congo. Je suis chargé donc de faire un état des lieux sur où est-ce qu'on en est avec Agathe Kanziga Habyarimana. Et effectivement, elle est dans une zone grise très étonnante, très inédite. C'est-à-dire qu'elle est réfugiée en France quasiment depuis l'époque où elle a quitté le Rwanda le 9 avril 94, où elle est d'abord principalement plusieurs pays en Afrique centrale, puis elle est revenue en France et elle vit dans la banlieue parisienne, dans l'Essonne, depuis déjà beaucoup d'années, puisque je crois qu'elle est revenue s'y installer en 98. Et le problème, c'est qu'elle est donc 10 ans plus tard, elle a fait l'objet d'une plainte du collectif des partis civils contre
civil pour le Rwanda, le CPCR, d'Afroza et Alain Gauthier. Une instruction est en cours. Habyarimana n'a jamais été extradable au nom vers le Rwanda qu'il a réclamé pour la juger, au nom d'une jurisprudence ancienne en France qui n'a jamais été démentie, qui est une jurisprudence de la Cour de cassation, qui prétexte que le génocide a été inscrit dans le code pénal rwandais après les faits, donc entre 1996 et 2004, et qu'à ce titre, la France se refuse à extrader vers le Rwanda des auteurs du génocide. Ça, c'est une jurisprudence qui n'a jamais varié depuis la fin des années 90, dont chacun est libre de penser ce qu'il veut, qui pose problème et qui fait que donc elle ne peut être jugée au fond qu'en France. Voilà. Maintenant, le problème, l'instruction judiciaire vient d'être close après des années et on peut elle partira d'un non-lieu, mais en tout cas, elle est dans une zone de, voilà, elle est dans une zone floue depuis lors. Mehdi, dans cette série d'articles, vous mettez effectivement en exergue le pouvoir que celle-ci portait à l'époque où son mari était à la tête du Rwanda. Pourtant, elle, qui n'avait jamais occupé un poste officiel, déjà, son pouvoir, comment mesurer le pouvoir qu'elle a eu et l'influence dans le génocide des Tutsis? C'est toute la difficulté concernant Agathe Habyarimana, c'est-à-dire que moi, depuis 1994, où j'ai commencé à m'intéresser au sujet, aux questions des différentes responsabilités, qu'elles soient rwandaises, internationales ou françaises dans le génocide, on a bien sûr beaucoup d'éléments. Et je cite dans cet article des documents qui datent de l'époque, qui datent, les filles du docteur Akingeneye étaient à la résidence présidentielle le matin à l'aube du 7 avril 1994, et elle cite des propos de Agathe Habyarimana, et puis elle a ses belles-sœurs qui sont là, et on sent bien qu'on a affaire à des gens qui d'autres ont bien été tués. Donc, il y a bien sûr des éléments qui montrent qu'elle est extrêmement engagée politiquement, en tout cas à ce moment-là. Mais vous savez, la responsabilité pénale, ça se construit devant une cour d'assises avec des éléments vraiment probants. Et ça se construit durant une instruction avec des éléments vraiment probants. Il faut des documents, il faut des choses vraiment qui ont valeur de preuve et où il faut des témoignages recoupés. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je dis qu'elle est dans une zone grise. C'est qu'elle est dans une zone où si vous demandez à quelqu'un au Rwanda, beaucoup de monde vont vous dire, mais bien évidemment, c'était une extrémiste. Bien évidemment, ses frères. Bien évidemment, ses cousins par alliance étaient extrêmement engagés dans le génocide et elle les suivait. Mais de là à démontrer qu'on peut lui imputer une responsabilité pénale dans le génocide, pas forcément comme auteur, mais comme complice, là, c'est beaucoup plus difficile et a fortiori, c'est difficile devant une juridiction française qui voit les choses de beaucoup plus loin que le ferait une juridiction rwandaise. Donc, du coup, c'est ce qui explique cette situation très particulière d'Agathe Habyarimana depuis presque 30 ans, hein, c'est-à-dire qu'elle est... La France, pour juste terminer là-dessus, la France lui a refusé le statut de réfugié. Et les décisions que je cite vraiment avec de courts extraits, mais qui sont très parlants, quand elle s'est tournée vers l'OFPRA, qui est l'Office de protection des réfugiés apatrides, puis devant la commission d'appel de l'OFPRA, les gens ont cité un certain nombre de témoignages et de déclarations en lui disant « Madame, désolé, mais vous ne pouvez pas bénéficier du statut de réfugié parce qu'il y a trop d'indices qui montrent que vous avez été engagé du côté du camp génocidaire. » Donc, c'est ce qui fait qu'elle est sans papier en France. Mais là où elle a une particularité, Agathe Habyarimana, c'est contrairement à un sans-papier sénégalais, malien ou congolais qui va être expulsé, elle bénéficie d'un hébergement tout en étant sans papier en France, depuis toutes ces années.
Peut-être pour terminer, vous pensez qu'il y a des gens, des personnalités, notamment des gens qui ont eu une certaine influence à l'époque Mitterrand, qui ont la main derrière le dossier Agathe? À vrai dire, je vous aurais dit oui si vous m'aviez posé la question il y a peut-être 25 ans. Mais aujourd'hui, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que vous savez très bien, et vous l'avez couvert largement au Rwanda, dans votre média et dans d'autres, vous savez très bien que depuis, entre le passage de Nicolas Sarkozy à la présidence, puis celui du président Macron, vous savez très bien que le vent a tourné et qu'il y a une approche qui est quand même très, très différente de ce qu'elle pouvait être à l'époque de François Mitterrand durant les derniers mois de son mandat, et puis à l'époque même de Jacques Chirac. Non, je pense qu'il y a effectivement une situation dont la France ne peut plus se dépêtrer parce que vous savez qu'il y a une séparation des pouvoirs qui fait que dès lors que la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction judiciaire en France, a dit qu'elle n'était pas extradable vers le Rwanda, le politique ne peut pas s'en mêler. Donc, la Cour de cassation, entre guillemets, la protège, c'est-à-dire l'empêche d'être extradé pour être jugé au Rwanda. Et de l'autre côté, les juridictions administratives jusqu'au Conseil d'État, qui lui est la plus haute juridiction administrative en France, dit non, elle ne peut pas bénéficier d'un statut de réfugié. Et en fait, ce qui est étonnant dans le cas d'Agatha Habyarimana, c'est qu'elle navigue entre ces deux eaux. D'un côté, une juridiction administrative qui ne veut pas la considérer comme une réfugiée parce qu'il considère qu'elle est trop qualifié d'extrémiste pour en bénéficier, et de l'autre, le sommet des juridictions judiciaires qui dit non, on ne peut pas la juger au Rwanda et on ne peut pas l'extrader. Et donc, elle reste une réfugiée qui a maintenant, je crois, 80 ans passés, qui vit en banlieue parisienne, qui n'a pas de statut légal, qui n'est pas extradable, qui n'est... Voilà. Attendons quand même de connaître l'issue de la procédure judiciaire qui a été engagée par le CPCR. On pourrait toujours être étonné, peut-être qu'un jour elle sera traduite devant les tribunaux français. Moi, je suis plutôt pessimiste, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, elle est vraiment dans une situation, dans un espèce de no man's land administratif et judiciaire qui est assez étonnant et assez inédit. Merci beaucoup, Mediba, depuis Dakar. Merci beaucoup pour votre décryptage, surtout l'intérêt que vous portez sur le Rwanda depuis, je dis bien, plus de 20 ans maintenant. Merci beaucoup. Merci, Eddy. Voilà, il s'agit là de Mediba, qui est l'auteur de l'article Agathe Habyarimana, la veuve noire du Rwanda. Dans l'article, on parle de son rôle central et surtout de sa place dans le clan du Nord, mais également de son statut spécial, entre guillemets, en France, et surtout de toutes les poursuites judiciaires qui pèsent sur elle depuis maintenant plus d'une décennie. Rentrons au pays pour parler économie avec l'une des grandes innovations apportées par la coopérative Umwarimu Sacco et l'utilisation de nouvelles technologies dans l'octroi des services à ses membres. Ces derniers indiquent que cette innovation leur a épargné de parcourir de longues distances pour pouvoir accéder aux différents services proposés par cette coopérative. Les détails pour cet élément, j'invite notre confrère Nyeri-Dandi. Patrick. En 2019, la coopérative Umwarimu Sacco a introduit l'utilisation de la technologie dans ses services bancaires, et les bénéficiaires, c'est-à-dire les enseignants, se félicitent de cette évolution, surtout lors des restrictions dues à la pandémie de Covid-19. En 2022, les enseignants et chefs d'établissement ont vu leur coopérative leur proposer d'autres facilités par l'entremise de nouvelles technologies, notamment pour les membres désirant accéder aux prêts bancaires sans pour autant être obligés de faire la queue devant les agences Sacco. En plus, les clients Sacco peuvent retirer l'argent avec beaucoup plus de facilité. Avant cette innovation, l'accès à l'argent était un véritable parcours des combattants. Déjà, l'enseignant était obligé d'abandonner les élèves pour se rendre à l'une des agences Sacco. Le voyage en soi et son coût, un autre handicap. Une fois à l'agence, il fallait en plus se patienter car la file d'attente
était longue. Cela va nous aider en tant que chef d'établissement. Lors de la déclaration fiscale, ça va nous aider à obtenir de prêts, mais aussi dans toutes les autres transactions. Cela nous aidera également à payer les entrepreneurs. La directrice générale d'Umwarimu Sacco, Ouambaje Laurence, confirme qu'après avoir constaté les difficultés rencontrées par les enseignants et les chefs d'établissement pour accéder aux services financiers, la coopérative a décidé de se lancer dans la technologie pour apporter des facilités au secteur. Après la pandémie de Covid-19, c'est en ce moment-là que nous avons réalisé qu'il était également possible pour tous les autres prêts nécessitant les téléchargements des documents. Vous pouvez les démarrer par téléphone. Les clients membres de notre coopérative peuvent faire sa demande via notre système en accédant à notre portail sur le site web et demandera le prêt qu'il souhaite. Cela lui montrera le type de prêt qu'il peut contracter. Il choisit le service désiré et peut lire les modalités et procéder à son téléchargement. Dès que le membre introduit sa demande, nous la recevons et une réponse lui est envoyée avec notification. Il s'y rendra à l'agence que lors de la signature du contrat de prêt pour recevoir son argent. La coopérative Umwarimu Sacco a accordé des prêts s'élevant à 137 millions de francs rwandais rien que pour l'année 2022. Jusqu'à présent, cette institution compte 122 000 membres sur l'ensemble du territoire national. Et puis les psychologues indiquent qu'il est fort probable que l'implication des enfants dans la mendicité forcée puisse avoir un grand impact négatif sur l'avenir de ces enfants. Le point ici avec Amandine Ndikumasabo. L'article 4 de la loi régissant les droits de l'enfant donne aux parents la responsabilité de bien prendre soin de l'enfant depuis sa conception pour que cet enfant ait une bonne croissance. Malgré cela, il y a certains parents qui s'impliquent dans la mendicité en compagnie de leurs enfants qui ont un très bas âge. Et ces parents disent que c'est la pauvreté qui les pousse à agir ainsi. Mais il y a quand même des parents qui, bien qu'ils aient des problèmes financiers, n'osent pas impliquer leurs enfants dans ce genre d'habitude, de peur que ces enfants adoptent une mauvaise habitude, et ils le font à l'insu de leurs enfants avec espoir que ces derniers gardent les bonnes valeurs d'un enfant bien éduqué, peu importe les défis que la vie impose à ses parents. Tuizel Oswald, expert en développement de la petite enfance et en psychologie, dit qu'en plus de quitter le banc de l'école, un enfant impliqué dans la mendicité a toujours des pensées négatives, voire une mauvaise conscience. L'article 37 de la loi régissant les droits de l'enfant sanctionne toute personne qui engage un enfant dans l'acte de mendicité d'une peine d'emprisonnement de moins 6 mois, mais qui ne dépasse pas 1 an. Merci donc à Amandine Ndikumasabo. Et puis au cours de ces 5 dernières années, 273 personnes sont mortes et 882 autres blessées suite à la foudre au Rwanda. Ce sont les districts de Karongi à l'ouest du Rwanda et de Rutsiro qui ont été les plus endeuillés suite à l'électrocution causée par la foudre au Rwanda. Quant au ministère rwandais de la gestion des catastrophes, celui-ci indique avoir entamé des recherches pour mieux cerner ce phénomène. Des détails, une fois de plus, j'invite Nilidandi Patrick. Célestin Mounianeza, résident du district de Rutsiro, et son épouse Geneviève Naougashira ont partagé leur témoignage avec Arabié sur le drame qui a touché leur famille. Il y a 2 ans de cela, lorsque leur fils de 19 ans a été frappé par la foudre. Les 3 enfants dormaient dans leur chambre lorsque la foudre a frappé la maison comme une bombe, endommageant notre habitation. En constatant les dégâts, nous avons aussi vu que cette catastrophe avait touché notre chair. Notre fils avait été emporté. Quand je pense encore à lui aujourd'hui, je me dis qu'il aurait atteint la 6e secondaire. C'est la main triste. Nous venions de passer toute la journée ensemble dans notre champ. Et à notre retour à la maison, je lui ai remis des fourrages pour la vache. Et après avoir fini, nous sommes allés dormir. C'était la dernière image que j'ai gardée de lui.
Le même drame est arrivé dans une autre famille il y a 2 ans. La famille Isidore Neziri Zaza a perdu son fils de 4 ans, tué par la foudre lorsque l'enfant s'est trouvé encore à la maison. Nous étions à la maison, moi, ma femme et l'enfant de notre voisin. Et la foudre n'a frappé que mon fils. Étrangement, nous sommes restés indemnes, ma femme et moi, ainsi que l'enfant du voisin. Les personnes qui ont été victimes de ces calamités naturelles se demandent pourquoi leurs districts sont parmi les plus touchés au pays par rapport aux autres. On entend des rumeurs qui indiquent que le gaz contenu dans le lac Kivu en serait responsable et que cela provoque les éclairs dans cette zone. Nous avions installé une télévision, un décodeur et une antenne. Tous ces appareils ont été électrocutés par la foudre et ont brûlé. La foudre est une décharge électrique aérienne accompagnée d'une vive lumière, l'éclair, et d'une violente détonation se produisant entre 2 nuages ou entre un nuage et le sol. Le tonnerre, c'est le bruit provoqué par la vibration de l'air autour de l'éclair. Aimé Adrien Nezimana, agent de gestion des catastrophes en district de Rutsiro, explique comment cela se produit. Souvent, lorsque la foudre frappe, la décharge touche une jambe à partir du sol. Et puis la décharge est passée à l'autre jambe et revient sur le sol. C'est à ce moment-là que la mort survient. Raison pour laquelle la plupart des animaux domestiques sont foudroyés, car ils n'ont nulle part où s'abriter lors des orages. Car la foudre frappe les 4 membres de l'animal et la mort est instantanée. Pourquoi le district de Rutsiro est-il fortement touché par la foudre? Le secrétaire permanent au ministère de la gestion des catastrophes, Philippe Abishuti, déclare que des recherches sont en cours pour éclaircir ces phénomènes. C'est l'un des endroits les plus touchés par la foudre dans le monde. Cet endroit se trouve très élevé par rapport au niveau de la mer. Cela pourrait être l'une des raisons, mais il y a d'autres raisons qui pourront être déterminées par les chercheurs. Car il y a aussi d'autres endroits très frappés et pourtant dépourvus de relief élevé. C'est une recherche à faire. Ce haut responsable gouvernemental appelle les Rwandais à respecter les mesures établies par les responsables du ministère de la gestion des catastrophes pour se protéger contre les dangers de la foudre. Il faut s'abriter lors des orages, mais en évitant de s'abriter sous des poteaux ou des arbres. Ne pas utiliser des parapluies métalliques. Également, ne pas utiliser des appareils électroniques lorsqu'il pleut. Autre chose, les écoles devraient disposer des paratonnerres. Cela coûte 4 millions, un prix dérisoire par rapport aux 1500 à 2000 personnes se trouvant dans ces genres d'établissements. La foudre a tendance à frapper des objets grands ou isolés, c'est-à-dire des arbres, des tours, des abris, des mattes, des gradins et des clôtures. Une personne peut représenter l'objet le plus élevé dans un champ ouvert. Les objets en métal et l'eau n'attirent pas particulièrement la foudre, mais transmettent facilement l'électricité une fois touchés par celle-ci. La foudre peut frapper une victime directement ou le courant peut être transféré à la victime par le sol ou par un objet proche. La foudre peut également être transmise depuis les lignes et transformateurs électriques extérieurs vers les appareils électriques ou les lignes téléphoniques à l'intérieur de la maison. La force de la foudre peut projeter la victime à plusieurs mètres. Le ministère de la gestion des catastrophes démontre qu'au Rwanda, au cours des 5 dernières années, entre 2018 et 2022, la foudre a tué 273 personnes, 882 ont été blessées, 37 maisons ont été détruites, 404 vaches ont été tuées et 127 autres animaux domestiques. C'est le district de Karongi qui vient en tête en termes de victimes humaines avec 28 morts,
Celui de Nyaruguru enregistre 27 morts, Burera 18 et 17 à Rutsiro. Au cours des 10 dernières années, le district de Rutsiro a enregistré un nombre élevé de morts, 51. Voilà ce qui marque la fin de notre édition. Merci à toutes les équipes qui m'ont réalisé et surtout grand merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Au revoir et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle édition sur la télévision rwandaise. Au revoir.